En amour, vous ressentez la peur de déplaire, la soif d'absolu, l'exigence de sincérité, l'envie d'être compris et écouté, un besoin de confiance et de sécurité, l'exaltation de la rencontre, le désir d'être sur la même longueur d'onde, l'intensité de chaque moment, un certain besoin de solitude parfois, une difficulté à accepter les critiques. Si vous vous reconnaissez dans plus de 5 items, vous êtes un cœur hypersensible. Votre quête de l'amour idéaliste et exigeante vous donne des ailes et vous incite à refuser la médiocrité. Mais l'hypersensibilité complique vos relations et vous expose parfois à la déception. Saverio Tomasella vous apprend à faire de votre hypersensibilité un atout pour trouver votre voie amoureuse. Saverio Tomasella est psychanalyste. Donc, j'ai déjà lu Hypersensible. Il est super bien. Saverio. Attention, cœur fragile. Édition Erol, avec la collaboration de Solange Cousin. Illustration Anne-Olivia Messana, maquette et mise en page flamedon.com. Édition Erol. Je remercie Flavia Masselin Salvi qui m'a incité à écrire ce livre et m'a proposé de nombreuses pistes de recherche, ainsi que Cécile Guéret pour sa participation généreuse à l'ensemble de cette réflexion. J'exprime toute ma gratitude à Karine Yen et Solange Cousin pour leur relecture pointilliste, lumineuse et extrêmement précise. Je remercie également les personnes qui ont accepté de répondre à l'enquête sur laquelle repose cet ouvrage. Je rêve que nous sommes des papillons n'ayant à vivre que 3 jours d'été. Avec vous, ces 3 jours nous prodigueraient plus de délices que 50 années d'une vie ordinaire. John Keats, lettre à Fanny Brown. Sommaire. Introduction. Je ne connais qu'un seul devoir et c'est celui d'aimer. Albert Camus Carnet. L'hypersensibilité n'est pas une honte ni une gloire, affirme avec raison Christophe André en précisant qu'elle est une dimension particulière dont il est nécessaire de tenir compte. Sur France Inter, le 18 avril 2017, dans l'émission Grand bien vous fasse, animée par Ali Rébéi. Entre autres conséquences, cette dimension de fond influence nettement la relation amoureuse. Elle la rend à la fois plus complexe et plus stimulante, plus riche aussi, c'est vrai, mais parfois plus ardue, plus rude, voire plus improbable ou plus déconcertante. Tout d'abord, concrètement, à quoi correspond l'hypersensibilité? Dans un couple de partage, Elodie détaille certaines caractéristiques fréquentes des personnes douées d'une très grande sensibilité. Une impression de gêner, de n'être à sa place nulle part, de ne jamais être à la hauteur pour les personnes proches, ces gens qui jouent de notre gentillesse et qui en profitent, cette musique qui passe à la radio et qui d'un coup nous fait pleurer, l'impression aussi d'être toujours présente pour les autres personnes pour m'épauler, moi, lorsque j'aurai besoin d'une oreille attentive. Elodie. Dans un groupe de parole, Jimmy va dans le même sens et précise ses particularités. Je suis perdue et fatiguée. J'aime tant la beauté et la nature. Je m'émerveille à rien, mais je suis seule, c'est lourd. Je mesure à quel point je n'ai pas reçu assez de mots positifs, de ces sourires qui touchent droit au cœur et dont on sent qu'ils sont donnés et vraiment donnés. J'ai une grande capacité à comprendre les autres et les situations, mais si peu de capacité à m'orienter dans ce monde du travail, je suis fatiguée. Jimmy. Les personnes ultrasensibles se sentent fréquemment ou facilement vifs à cran, à fleur de peau, émotives, plutôt fatigables, irritables, vite découragées, seules et différentes des autres, incomprises, inadaptées, dans un monde violent et dur, alors qu'en même temps, elles font preuve d'une grande intuition, d'une forme de sixième sens, de beaucoup d'empathie et d'une intense créativité. Ainsi, comme nous pouvons et pourrons le constater, le tableau est non seulement diversifié, mais aussi particulièrement contrasté. Pour plus de détails, lire Hypersensible, trop sensible pour être heureux, du même auteur, Erol, 2017, déjà lu. Pour autant, l'ultrasensibilité n'est pas un handicap dans la relation amoureuse, loin de là. Au contraire, nous verrons qu'elle peut même devenir un atout, une chance, un vecteur de développement. En effet, la délicatesse et la subtilité qui en découlent amènent naturellement le grand sensible à souhaiter créer de relations durables.
Dans le cas d'une nouvelle rencontre, par exemple, il saura prendre le temps de vraiment faire connaissance avec l'autre. De même, avec l'effusion des premiers temps, il ne s'attardera pas sur des critères uniquement extérieurs et superficiels. Ainsi, la qualité de sa vie intérieure sera propice au développement d'une relation authentique et profonde. Voilà la force paradoxale et des hypersensibles. Ils évoluent en finesse dans une démarche en profondeur. Et une sensibilité très développée vient colorer, orienter et complexifier la relation à l'autre, donc plus nettement encore la relation amoureuse. Cela est d'autant plus vrai que l'état amoureux renforce notre sensibilité et révèle nos fragilités. Comment vivre au mieux une relation amoureuse tout en respectant sa grande sensibilité? Voilà la question à laquelle nous répondrons tout au long de ce livre, en partant chaque fois de situations quotidiennes, concrètes et réelles, vécues avec des personnes très sensibles. Tout d'abord, nous essayerons de repérer comment une sensibilité élevée influence, enrichit ou perturbe la relation amoureuse. Ensuite, nous chercherons quelles sont les origines possibles d'une très grande sensibilité, puis surtout en quoi elle modifie les conceptions de l'amour ou les façons d'aimer. Enfin, nous présenterons les chemins qu'ont emprunté certains ultrasensibles pour mieux vivre leur amour. 1. Une grande sensibilité à l'amour. Le désir n'est pas désir d'un objet, mais désir de ce manque qui, dans l'autre, désigne un autre désir. Serge Weidenbaum, Rêve et désir. Quiz, découvrez votre façon d'aimer. Quelle amoureuse, quel amoureux êtes-vous? Quelle part de vous-même se révèle lorsque les sentiments prennent le dessus? C'est ce que vous allez découvrir avec ce quiz. Munissez-vous d'un crayon et commencez par entourer tous les mots, quelle que soit la colonne dans laquelle ils se trouvent, qui correspondent à votre tempérament en général. Puis entourez les mots qui expriment ce que vous ressentez quand vous êtes amoureux, amoureuse. Irréalisable, distance, indifférence, trop risqué, impossible. Embrasement, intensité, idéalisation, extase, effusion. Solitude, sagesse, mesure, sérieux, persévérant. Emportement, emballement, dispersion, frénésie, excès. Calme, authenticité, confiance, franchise, patience. Peur, manque, inaccessible, envahissement, angoisse. Total jaune, total bleu. Comptez le nombre de mots entourés par colonne et remportez ce chiffre dans la case vide au-dessous. Puis faites la somme des chiffres des colonnes jaunes et enfin la somme des chiffres des colonnes bleues. Reportez ces totaux sur la dernière ligne et calculez votre résultat global. Les caractéristiques qui correspondent à la chaleur, à l'idéalisation et à une tendance possible à la précipitation sont inscrites dans les colonnes jaunes. À l'inverse, les caractéristiques qui concernent la froideur, la prudence, la distance, voire la méfiance se trouvent dans la colonne bleue. Alors, pour vous-même, que remarquez-vous? Quel est votre plus grand score? Celui en jaune, celui en bleu? Est-ce que cela vous étonne? Calculez maintenant le nombre total de jaune moins le nombre total de bleu et inscrivez le résultat dans la case prévue. Ce dernier résultat va vous permettre de vous situer sur une échelle de moins 15 à 15. Voici quelques indications pour comprendre votre résultat, sachant que chacun de nous est unique. De moins 15 à moins 6 points, vous êtes très prudent, plutôt observateur, discret et réservé, peut-être en retrait et même qui sait méfiant envers l'amour. Vous souhaitez garder la maîtrise de la situation. De moins 5 à plus 5 points, vous faites preuve de patience, vous avez le sens de la mesure, vous pesez le pour et le contre. Cela ne vous empêche pas de croire à l'amour. Vous espérez même vivre une relation équilibrée, répondant à vos attentes et respectant vos souhaits. De plus 6 à plus 15 points. Vous êtes passionné, généreux, entier. Vous pouvez facilement vous enflammer et vous cherchez le grand amour. Votre impatience peut vous pousser à aller trop vite sans réfléchir. Vous risquez de souffrir cruellement si votre partenaire vous déçoit, vous laisse trop longtemps seul ou ne donne plus de nouvelles. Le quiz auquel vous venez de répondre vous permet d'ores et déjà de vous repérer. Comme tous les tests, il ne donne qu'un aperçu ponctuel de votre personnalité, pas plus qu'une photographie prise à tel moment dans telles conditions. Si les résultats ne vous correspondent pas, vous pouvez le refaire dans une semaine ou un mois, un jour où vous vous sentez en phase avec vous-même. N'oublions pas que nous sommes tout le temps en mouvement et que nous ne pouvons pas être exactement les mêmes ou dans la même disposition d'un jour à l'autre. Petite illustration.
Ah, je rêve, je suis sur un petit nuage, il est trop beau et tellement gentil, j'espère que je vais pouvoir te le présenter bientôt. Ma pauvre Lola, comme à chaque fois, c'est le grand amour, l'homme de ta vie, mais tu le connais depuis 2 jours. Tu risques d'être déçu. Quand l'amour prend toute la place. Exercice 1. Vous reconnaissez-vous dans cet exemple? Si oui, dans quelle mesure? Vous sentez-vous plutôt proche de Lila ou de Pascaline? Sinon, de quelle façon êtes-vous différente? Que ressentez-vous dans ce type de situation? Prenons maintenant le temps de mieux comprendre comment une sensibilité élevée peut influencer la conception de l'amour et la façon d'aimer. Pour une personne hypersensible, les relations affectives représentent le plus important, voire l'essentiel de ses préoccupations et de ses attentes. Le très sensible cherche le grand amour ou la grande amitié. Il en fait souvent sa quête principale. Les personnes très sensibles vivent toutes très intensément les joies comme les peines, l'excitation et la jubilation autant que l'abattement, la tristesse, le chagrin. Le préfixe hyper exprime cet extrait, cette démesure et cette intensité propre aux ultrasensibles. C'est quoi être amoureux pour un hypersensible? Haha, mystère. Oui, c'est déjà un grand mystère pour soi-même à leur faire comprendre à l'autre. Sérieusement, c'est juste plus intense. Le X, c'est qu'on s'accroche trop vite. On croit tout de suite au grand amour, on se sent transporté dans un conte de fées. On rêve en grand. Moi, je suis trop passionnée, cela me rend excessif. Être amoureux et hypersensible, c'est mieux comprendre l'autre, ressentir pleinement et se poser 1000 questions. Trop tout, quoi, Victor. Des sentiments qui débordent. L'une des caractéristiques des personnes extrêmement sensibles est d'être hyperactives aux stimulations. L'une ne supporte pas les odeurs de nourriture dans le train ou les parfums trop forts, l'autre est très rapidement excitée par les bruits dans l'appartement d'à côté. L'un sent tout de suite si l'ambiance d'un groupe est sereine ou tendue. L'autre ne supporte pas les étiquettes des vêtements, la laine ou même le lin. La plupart des grands sensibles se protègent des informations à la télévision, qu'ils trouvent trop violentes et se tiennent à distance des réseaux sociaux non protégés. Un groupe d'hypersensibles, oui à la rigueur, mais ils se sentent très vite dépassés dans le grand océan du monde actuel avec ses brutalités quotidiennes. Les personnes hautement sensibles se sentent souvent dépassées par ce qu'elles ressentent, à tel point qu'elles ont pour la plupart l'impression de ne pas avoir de filtre, de ne disposer d'aucun moyen pour se protéger tant du monde extérieur que de leur monde intérieur. Tout vient les toucher sans délai et sans retenue. Rien d'étonnant qu'elles soient dès lors si rapidement submergées par les émotions, les leurs avant tout, mais aussi celles des autres. C'est ce qui explique leur effusion, une effusion qui semble les consumer et qui a donc tendance à les épuiser, les vider de leur énergie et les faire basculer vers le découragement. D'ailleurs, certains des témoignages mettent en évidence la peur de sombrer dans la folie lorsque la passion est trop forte ou que le manque de l'autre devient absolument insupportable. Pour moi, aimer est trop éprouvant. Je préfère rester seule. J'étais obligée de tout stopper. Je souffrais trop. Je me perdais complètement. Je me sentais débordée par les émotions, les effusions, le besoin intense d'être avec l'autre, d'avoir de ses nouvelles, d'être sûr que l'on se comprend bien, etc. J'étais trop dans l'extrême et dans l'excès. Cela devenait impossible à vivre. John. Une effusion qui trouble le jugement et les relations. En craquant pour presque rien et en s'enflammant très vite, les personnes hypersensibles confondent facilement intensité des émotions ou des sensations et intensité des sentiments. Cela peut les conduire à penser qu'elles aiment passionnément ou regrettent terriblement quelqu'un simplement parce que leur ressenti avec lui était très fort. D'ailleurs, quand elles se sentent amoureuses, elles oublient que leurs ressentis dans la vie sont chaque fois très forts et que cette puissance des sensations ou des émotions ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'amour. Intensité ne veut pas dire amour. L'intensité n'est pas un bon caractère pour définir l'amour, alors que le fait de se sentir bien avec l'autre, en adéquation avec elle ou avec lui, de se sentir accueilli et compris, de pouvoir partager l'essentiel, sont des repères beaucoup plus justes de la relation amoureuse. La recherche de l'intensité induit plutôt une effusion qui transporte la personne, l'enflamme et lui fait vivre un embrasement, pouvant facilement se muer en passion débordante ou dévorante. Passion débordante lorsque la personne très sensible devient envahissante pour les lieux de son cœur ou pour son entourage si elle ne cesse d'en parler à ses proches. Passion dévorante lorsqu'elle se consume d'amour pour lui et se morfond dès
dès qu'il n'est pas là. Mais tu n'es pas là, si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là, et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Richard Cosciante, Le coup de soleil. Ainsi le dit la chanson, qui traduit autant l'effusion que le manque, et l'amoureux transit d'affirmer qu'il vit à l'envers, ne se reconnaît plus et tombe dans le vide. Tout est plus fort pour l'ultra-sensible. L'amour, la passion, le temps qu'il dure, puis le désenchantement, ou même le désespoir lorsque ce temps n'est plus. Paradoxe de l'extase qui risque souvent de finir en débâcle si elle ne s'appuie pas sur une affection partagée. C'est comme un feu d'artifice, une explosion de bonheur qui retombe comme un soufflet sortant du four. Ça, c'est pour les relations courtes. Et maintenant, je rêve d'une relation qui dure, mais je ne sais pas si je saurai. En fait, je ne sais même pas si ce dont je rêve existe. Isabelle. Difficulté à se faire entendre. À cette possibilité de dérive vers l'incontrôlable s'ajoute la grande difficulté à se faire entendre dans sa singularité et à être accepté dans la relation avec cette sensibilité extrême qui décontenance le partenaire amoureux. Je suis quelqu'un de très spontané. Je me laisse facilement guider par les élans de mon cœur, mais je ne suis pas compris par mes proches. Ils me disent que je ne pense pas assez aux conséquences de mes actes. Ils me reprochent de les mettre mal à l'aise lorsque je suis trop directe, donc que j'exprime franchement ce que je ressens. J'ai beau faire attention, je n'arrive pas à devenir quelqu'un de mesuré, qui calcule et qui pèse le pour et le contre. J'aurais l'impression de ne plus être moi-même. Étienne. Dans une moindre mesure, Étienne fait face aux mêmes difficultés avec sa compagne. Les personnes plus réservées peuvent aussi rencontrer l'incompréhension de leur conjoint, notamment lorsqu'elles sont chagrinées par ses critiques ou par son manque de répondants. Mon mari me reproche très souvent de prendre les choses trop à cœur, mais je n'y peux rien. Je ne le fais pas exprès. Lorsque je suis touchée, je suis vraiment touchée. Je ne fais pas semblant, c'est difficile de le faire comprendre. Aude. Cette impression peut même engendrer la peur de s'engager dans une relation par crainte de ses émotions, de ses réactions, mais aussi parce que le manque de compréhension a déjà beaucoup fait souffrir au cours des précédentes relations amoureuses. Je me reconnais tellement dans cette sensibilité aux multiples capteurs, à l'intuition si développée que j'ai parfois peur de ce que je ressens et peur de m'engager aussi. Comme elle est douloureuse, cette accumulation de difficultés dans les relations. Cela fait si longtemps que je cherche une oreille attentive pour avancer dans la confiance. André. Les personnes dont la grande sensibilité a été mal accueillie peuvent avoir l'impression d'être maudites ou que le sort s'acharne sur elles, car elles cumulent les difficultés liées à leur nature très sensible aux blessures de rejet ou de moquerie, ce qui ne fait qu'augmenter leur sentiment de vulnérabilité et leur manque de confiance en elles. La peur d'exprimer ses sentiments. Pour certains ultra-sensibles, être avec un compagnon ou une compagne leur semble impossible, soit par peur de trop souffrir en cas de conflit ou de séparation, soit par crainte de devoir se plier aux demandes de l'autre. Par exemple, lorsque leur partenaire sollicite davantage leur présence pour voir des amis ou pour vivre ensemble au quotidien, cela peut vite devenir trop pour eux, étouffant. Cela dépasse leur capacité à accueillir et à donner, surtout cela remet en question leur besoin de solitude. Être hypersensible, à mon sens, c'est quelque part être comme une éponge. Tout ce que nous ressentons de part et d'autre nous traverse. Il nous faut du temps et de l'espace pour réguler tout ça. Le compagnon qui peut comprendre que nous sommes comme des récepteurs en permanence et que c'est comme ça malgré nous a peut-être une chance de tenir, sinon soit il fuit, soit c'est nous qui avons levé le camp depuis belle lurette. Elena. Il ne s'agit pas d'un refus d'aimer, puisque c'est le vœu le plus profond des personnes très sensibles, mais du renoncement à vivre une relation amoureuse, du fait d'une incapacité à pouvoir partager le quotidien avec un partenaire qui risquerait de ne pas le comprendre. Cette incapacité n'est pas forcément réelle, elle peut être seulement crainte. Elle a été échafaudée en imagination, puis posée comme croyance agissante, comme si cette idée était vraiment et définitivement établie. Mettre à distance des croyances agissantes. J'appelle croyance agissante une conception de soi ou de la relation qui a été échafaudée à partir d'une expérience malheureuse ou de souffrance répétée. Au départ, cette idée semble adéquate puisqu'elle correspond à la réalité d'une douleur vécue dans la relation.
Néanmoins, elle est à la fois partielle, c'est-à-dire qu'elle ne correspond qu'à un aspect de la réalité, et surtout il s'agit d'une interprétation du rôle que l'on a joué dans cette relation et de notre incapacité à faire face aux difficultés qui se sont présentées à nous. Alors, cette croyance n'est pas ajustée à la réalité d'hier et encore moins aux nouvelles réalités qui se présentent aujourd'hui. Elle débouche sur une fausse idée de soi et de la relation qui produit un comportement en décalage avec ce qui advient réellement avec l'autre et engendre de nouveaux échecs. Ainsi, cette sensibilité qui semble indomptable peut finir par dissuader de vivre une relation amoureuse ou même d'exprimer ses sentiments et son affection. En amour, je me montre plus que ce que je ressens. C'est une catastrophe pour moi. Ma devise est devenue « Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te suis ». Je ne m'en sors pas. Je l'ai fait pour me protéger, pour garder un peu de distance, de maîtrise de moi, mais maintenant je suis prise à mon propre piège. Noémie. Je n'arrive plus à aimer profondément. J'ai compris que je ne serai jamais heureuse en amour. En fait, j'ai tellement peur d'être mal aimée, mal comprise, maltraitée, que je n'arrive pas à faire confiance, ça l'emporte sur le bon. Je pense me protéger, mais c'est pire, je garde tout pour moi, pour ne pas blesser, car je ne sais pas comment le dire sur le coup. Alors quand c'est trop, j'explose. À ne plus pouvoir me retenir, ça fait mal, car toutes mes vérités sortent au risque de tout perdre. Je ne connais pas le juste milieu, et je suis la première à en souffrir. Ligne. Pour certaines personnes ultra-sensibles, la relation avec l'autre semble un problème insoluble, une sorte de quadrature du cercle. La relation amoureuse leur paraît encore plus irréalisable, impossible à vivre, comme une chimère ou une étoile inaccessible. Partager la même sensibilité. Pour beaucoup de personnes extrêmement sensibles, la relation amoureuse paraît improbable, soit parce qu'elle dure trop peu, et s'arrête souvent sur un malentendu, soit parce qu'elle semble trop difficile. D'autres hypersensibles y tiennent tout eux-mêmes, malgré leurs difficultés rencontrées. Malgré les anciens déboires et les épreuves, grâce à leur maturité, une meilleure compréhension de soi ou une thérapie, cette relation amoureuse tant attendue leur semble enfin envisageable, pour peu qu'elle se situe du côté de l'authenticité, du partage et de la franchise. L'amour pour moi n'est pas négociable. Je suis très entière. Par exemple, je ne suis pas capable de vivre uniquement une histoire de cul. Je n'arrive pas à faire du sexe sans affection, sans amour, sans relation réelle. Pour moi, ce n'est pas possible. Cela me fait violence. J'ai besoin de partager une vraie intimité. Sophie. Sophie exprime à quel point son hypersensibilité conditionne fondamentalement sa conception de l'amour et de sa façon de vivre une relation amoureuse. Plus précisément, elle ne conçoit pas de céder sur l'essentiel et souhaite tenir bon sur ses valeurs. En conséquence, elle ne veut plus se précipiter les yeux fermés dans les bras du premier homme, un peu intéressé ou apparemment compréhensif. De la même façon, après avoir pris conscience des spécificités de leur sensibilité élevée, et après avoir mieux compris ce dont elles avaient besoin pour bien vivre une relation amoureuse, de nombreuses personnes reconnaissant les exigences qui découlent de leur sensibilité élevée souhaitent rencontrer un partenaire également très sensible ou, au moins, véritablement capable de les accepter telles qu'elles sont. Nous reviendrons plus en détail sur cette option dans la troisième partie. Lorsqu'elle est possible, cette rencontre entre grands sensibles semble faciliter leur relation amoureuse. Après de nombreuses tentatives sans lendemain, parce qu'elle n'avait pas encore retrouvé un homme qui lui correspond vraiment, Marie est heureuse de partager un grand amour avec un homme extrêmement sensible comme elle. Ils peuvent partager beaucoup plus facilement ce qu'ils croient, ce qu'ils sont et ce qu'ils désirent. J'accorde beaucoup d'importance aux valeurs, donc aux valeurs partagées avec l'autre. Par exemple, je suis très sensible à l'injustice. L'injustice me touche profondément et me fait pleurer. La fraternité, la parité, la solidarité sont fondamentales pour moi. Je déteste le chacun pour soi, comme moi. J'ai besoin de partager avec mon amoureux une vision du monde proche de la mienne ou compatible avec la mienne. L'indifférence ou l'individualisme sont rédhibitoires. Je suis contente et soulagée que Charles soit sur la même longueur d'onde que moi. Marie. De fait, une relation entre deux personnes qui partagent une sensibilité proche est plus viable dans le temps. Nous en reparlerons. Cela n'empêche pas les différences, les désaccords, les conflits, les remises en question, mais cela aide à se comprendre et à s'accepter.
Bien entendu, nous verrons aussi que d'autres formes de relations amoureuses sont possibles et sources de joie. Chaque relation est unique. Petite illustration. Comment ça va avec ton Jules? Très bien, mais je me demande tout le temps ce qu'il pense de moi, j'ai peur de le décevoir. Cette peur tenace de mal faire. Exercice 2. Prenez un peu de temps pour repérer quelles sont vos peurs et notez-les ci-dessous. Au bout de quelques jours, lorsque vous êtes à peu près sûr d'avoir listé vos principales peurs, essayez de les hiérarchiser de la plus forte à la moins impressionnante. Puis notez librement ce à quoi cette liste ou chaque peur vous fait penser. En quoi ces peurs sont-elles liées à votre sensibilité élevée ou à votre conception de l'amour de la relation amoureuse? Ne pas déranger. En dehors des angoisses fondamentales qui peuvent troubler une personne ultra-sensible plus vivement que d'autres personnes, les peurs relationnelles qui caractérisent les individus très sensibles concernent souvent la peur du regard désapprobateur d'autrui. Ils appréhendent d'être mal jugés, craignent d'être en désaccord avec un collègue ou un proche, donc évitent le conflit. Morgan résume la situation inconfortable dans laquelle se trouvent les hypersensibles. Être très sensible peut devenir franchement handicapant dans une relation amoureuse, surtout lorsqu'elle s'installe dans la durée. Chaque désaccord, chaque broutille est un véritable ouragan. La colère est une éruption volcanique, la peur me paralyse, le stress me fait paniquer, la tristesse me submerge et l'amour me dévore. Morgan. Psychologie et magazine, juillet 2017, page 16. Dans la relation amoureuse, l'esquive du désaccord ou du conflit a plusieurs désavantages. Elle empêche de développer sa propre personnalité, de s'exprimer, ses idées ou ses sentiments par peur de déranger ou de décevoir. Ce livre est génial. Elle peut laisser le partenaire amoureux qui n'a pas face à lui une personne suffisamment affirmée et différenciée et qui peut regretter de devoir penser ou décider pour deux. La crainte de déplaire risque à la longue de provoquer les critiques tant redoutées. Hélène reconnaît que ce penchant ne l'a pas aidé dans ses relations. Chaque fois que j'appelais mon copain ou que j'allais le voir, je lui demandais si je le dérangeais, alors que nous avions précisément prévu de nous téléphoner ou de nous voir à ce moment-là. Au début, il a tenté de me rassurer, puis s'est agacé et m'en a voulu d'insister. Un jour, il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il ne supportait plus ma peur systématique de déranger et il m'a quitté. Hélène. La crainte de gêner autrui peut être accompagnée d'une peur plus ou moins forte de déplaire, forte de la conviction que l'on va déplaire. Dès qu'elle est dans un groupe, même restreint, Madeleine fait beaucoup d'efforts pour être acceptée, à tel point qu'elle en fait même souvent trop et peut en arriver à se rendre pesante, si ce n'est détestable aux yeux des autres. Une fois seule, rentrée chez elle, le soir ou le lendemain, elle souffre amèrement de ce qu'elle a fait. Elle se rend bien compte qu'elle a exagéré en voulant absolument faire l'unanimité et que cette attitude forcée engendre le contraire de ce qu'elle recherche. Cela complique souvent ses relations avec sa belle famille, qui lui reproche maintenant d'en faire des tonnes et de se mêler de ce qui ne la regarde pas, là où Madeleine était convaincue de vouloir bien faire. L'inverse est vrai aussi. Certaines personnes très sensibles, ne voulant pas déplaire, se mettent tellement en retrait qu'elles passent inaperçues et ne se sentent plus exister auprès des autres. Elles ont alors l'impression d'être invisibles et souvent en souffrent beaucoup, comme moi. Lorsqu'en plus l'ultra-sensible a l'habitude d'idéaliser les personnes qui l'affectionnent, cela amplifie l'importance accordée à ce que pensent les autres. J'ai toujours mis l'autre sur un piédestal en me rabaissant et en m'accrochant trop vite. Je voulais tout le temps être aimée et appréciée par tout le monde, et je souffrais énormément du regard des autres. Maintenant, avec du recul et un peu plus de maturité, j'en souffre moins car je comprends qu'on ne peut pas être aimé ou apprécié par tous. Mais cela reste très difficile et je n'arrive pas encore complètement à me libérer de mon besoin d'être acceptée. Jean. La crainte d'être incompris et mal jugé en amour. Les personnes ultra-sensibles parlent toutes de la grande difficulté qu'elles ont à être comprises par leur partenaire amoureux, parfois décontenancé, voire agacé, souvent pris au dépourvu,
et qui risque d'augmenter le malaise s'il juge les ressentis ou les façons d'être de l'hypersensible selon les codes de la morale sociale ou en les présentant comme des défauts. Dur à faire comprendre à l'entourage, surtout lorsque l'on se referme pour laisser passer la tempête et qu'on nous dit qu'on est susceptible, fatigante, décevante. F.A. Psychologie Magazine, juillet 2017, page 16. À tel point que bon nombre de grands sensibles ont pu se croire anormaux ou monstrueux lorsque leur entourage les a trop fréquemment rabroués. Le découragement si caractéristique surgit alors avec son lot de tristesse et de croyances désabusées, notamment de ne pas être fait pour le monde, la société, l'époque. Cathy explique son impression d'être en décalage. Difficile de faire face à ses réactions, ses émotions et l'anxiété au jour le jour. Comme si je n'étais pas en adéquation avec ce monde, les autres et cette société. Idem. Cathy. Ce sentiment d'être constamment en décalage avec les autres et la douleur de se sentir incompris ravive la plaie fondamentale, la fragilité intrinsèque des grands sensibles et les rend d'autant plus réactifs aux réprimandes ou même aux simples remarques des autres. Le mystère de la susceptibilité. La question de la susceptibilité ou le reproche d'être susceptible sont au centre de la vie relationnelle des personnes hautement sensibles. Prenons le temps de comprendre précisément de quoi il s'agit. Fondamentalement, d'après les dictionnaires, la susceptibilité correspond à une sensibilité particulièrement vive, une exaltation de la sensibilité et une grande délicatesse. Elle est donc avant tout et précisément une forme d'hypersensibilité. Avant, dans mes relations amoureuses, mes partenaires m'ont souvent critiqué, parfois même dévalorisé et malmené. Blessée, je me taisais la plupart du temps et me mettais dans une attitude de repli. Alors ces partenaires me disaient que j'étais susceptible et que je manquais d'humour. J'y croyais et je m'en voulais pour ce comportement. Par peur de déplaire ou d'être rejetée, je leur donnais raison. Maintenant, je sais que ma réaction était naturelle et tout à fait compréhensible, que personne n'aime être traité de cette façon et que je n'étais pas susceptible de me blesser et légitimement en réaction à leurs paroles acerbes. Dorénavant, je sais faire la différence et le respect est devenu pour moi une valeur essentielle. Je n'accepterai plus ce genre de comportement. Maya. De façon plus restrictive, la susceptibilité désigne la disposition d'une personne à se sentir blessée, irritée ou froissée par certains actes ou certains propos. Il peut s'agir alors du trait de caractère d'une personne dont l'amour-propre est à vif. On parle de susceptibilité chatouilleuse ou ombrageuse dans ce sens, Dans ce sens, la susceptibilité signale une facilité à se vexer et caractérise l'individu qui s'offense rapidement ou pour peu de choses. La susceptibilité découle donc soit d'une sensibilité particulièrement élevée, soit d'une forme d'orgueil ou de vanité, soit d'un manque de confiance en soi, voire d'une combinaison de ces trois facteurs. Nous sommes tous susceptibles dans certaines circonstances. Un moment de fatigue, une saturation, une remarque qui nous heurte, une critique qui nous blesse, un thème qui réveille en nous une souffrance enfouie, etc. En revanche, une personne facilement susceptible interprète ou considère ce que disent les autres comme une attaque personnelle. Elle a une représentation erronée d'elle-même, des autres ou de la situation, d'où l'interprétation décalée qu'elle fait de la réalité. Se croire visée, voire attaquée, fait qu'elle se vexe rapidement et peut s'emporter pour des raisons qui paraissent moins importantes aux autres ou sans rapport avec la situation réelle. Dans certains cas, la personne susceptible peut sembler hargneuse et arrogante. Elle peut donner l'impression de chercher à briller ou à s'imposer. En fait, elle cherche l'assentiment des autres, leur valorisation et la reconnaissance, car elle n'a pas confiance en elle. Elle ne s'en sent pas légitime et se croit de peu de valeur. Comme elle n'arrive pas à s'aimer, elle a besoin que les autres lui prouvent qu'elle est aimable. Pourtant, sa susceptibilité la rend peu agréable et peu sympathique aux yeux des autres, qui risquent donc de la rejeter. Le phénomène se renforce de lui-même, on parle de cercle vicieux. N'oublions pas non plus l'importance de l'environnement ou du partenaire amoureux. Même si elle n'est pas susceptible à l'origine, une personne peut le devenir. Moins vous valorisez quelqu'un, plus il aura tendance à se sentir sur la brèche et déconsidéré. Les dévalorisations répétées qui fragilisent tout un chacun,
concerne les moqueries et les plaisanteries personnelles, les sujets polémiques volontairement provocateurs, les remarques désobligeantes, les critiques acerbes, les jugements de valeur, le manque d'empathie, la déconsidération, etc. Être sensible, être susceptible, quelle différence? Du point de vue des définitions, sensibilité et susceptibilité vont de pair et sont quasiment synonymes. Dans le langage courant, ce n'est pas la même chose. Il est donc important de bien différencier la susceptibilité d'une sensibilité très vive qui pousse à réagir fortement aux stimuli comme aux remarques ou aux critiques, surtout lorsque la personne sature et qu'elle a besoin qu'on la laisse tranquille. En revanche, la susceptibilité, dans le sens courant, est plus une disposition à se vexer, à se sentir outragé et à s'offusquer. La susceptibilité complique les relations avec autrui et les rend difficiles à vivre. Cela peut donner l'impression de marcher sur des œufs, de devoir prendre des gants, d'être maladroit ou de générer involontairement des tensions ou des malentendus. Cela peut aussi pousser à se justifier sans raison ou ne plus savoir que dire, comment présenter les choses, donc freine la communication et empêche l'élaboration de projets. Cela finit par être lassant et risque de provoquer une mise à distance de la personne susceptible. Tout à fait. Ainsi, le plus souvent, l'individu ultrasensible n'est pas plus susceptible qu'un autre. Il est simplement plus affecté, plus touché par ce qu'il perçoit, ou plus facilement déçu, voire contrarié. Pour plus de détails, voir le chapitre 5 de cette première partie. Au sein de la relation amoureuse, cette tendance à être rapidement affecté ou troublé peut créer des malentendus si le partenaire hautement sensible n'arrive pas à faire comprendre ce qu'il ressent ou ce qu'il se passe en lui. Toutefois, la susceptibilité peut être un atout dans certaines situations. En effet, une sensibilité exacerbée est aussi un avantage dans la mesure où elle permet d'apporter à l'autre et aux situations une attention accrue. Cette attention aux détails, aux subtilités, aux nuances enrichit la palette de l'observation, donc de la réflexion et des échanges. Cela permet de développer une communication plus précise, plus fine aussi, bref, une communication plus consciente. La personne ultrasensible fait souvent preuve de beaucoup de tact, par exemple en prenant attention à ce qui peut toucher l'autre ou le froisser. Nous verrons dans la deuxième partie que, paradoxalement, une personne très sensible peut perdre ses capacités de délicatesse ou d'empathie dans les moments de saturation émotionnelle ou intellectuelle. Je connais. Je suis en couple depuis plusieurs années avec un homme extrêmement sensible. Il est prévenant au quotidien dans les moindres détails, les plats que j'aime, les films que je préfère, les sorties qui me plaisent le plus. Il est attentif à ce que je sois bien, repère vite si je suis tendue ou fatiguée et évite de me parler de ce qui ne va pas s'il me sent vulnérable. Lorraine. Nous avons vu que les personnes hypersensibles accordent une grande importance aux autres, à ce qu'ils pensent ou disent, à ce qu'ils veulent aussi, ce qui peut les pousser à se comporter comme des caméléons qui se font dans leur environnement tellement ils s'y adaptent. Cette focalisation sur autrui peut rendre anxieuse la personne hautement sensible ou la conduire à s'effacer, ce qui renforce sa tendance au repli, donc à l'introversion, pour les uns, sinon à l'exagération démonstrative d'un accord de surface finalement factif pour les plus extravertis. Enfin, la perméabilité aux remarques et la vulnérabilité aux critiques rendent les ultrasensibles plus susceptibles que la moyenne, ou en tout cas laissent entendre qu'ils le sont plus que les autres. Cependant, leur capacité à percevoir les subtilités et les nuances les rend attentifs et agréables dans les relations proches, avec un profond désir d'authenticité, et leur vie amoureuse est encore plus exposée car les affects y sont démultipliés. Tu vois, je déteste l'hypocrisie, mais je ne supporte pas les conflits. C'est un peu compliqué, non? Ah oui, ça ne doit pas, il manque le verbe être, facile tous les jours. En quête d'authenticité. Exercice 3. Essayez de retrouver le souvenir d'une conversation vraiment authentique avec une personne proche. Notez ci-dessous le souvenir qui vous est cher. Lors de ce moment privilégié, que ressentez-vous?
Détaillez encore plus précisément les émotions, les sensations et les sentiments que vous avez éprouvés. Pouvez-vous dessiner la scène de cette conversation ou sinon la décrire en l'écrivant? Mémorisez-la pour repérer comment vous vous sentez lorsqu'une relation vous correspond. Enfin, listez les signes qui vous indiquent que vous êtes bien dans une relation satisfaisante pour vous. Enquête de vérité. Chaque personne très sensible que j'ai interrogée m'a affirmé de façon claire et nette: j'aime les relations profondes et sincères. Une quête d'honnêteté au cœur de la relation. Ce désir d'authenticité est très puissant. Il concerne tous les types de relations, surtout les relations affectives, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Il se traduit par une recherche, voire une soif de communication, d'échange, de partage, de vérité et d'honnêteté. Autant que de rire aux éclats, de regards compréhensifs, de discussions constructives ou imaginatives, d'heures à refaire le monde sous les étoiles. Lorsque la quête de la vérité est particulièrement forte, elle peut se traduire par une grande rigueur des termes, une précision des mots choisis, une attention minutieuse à ce qui est dit, une recherche des attitudes qui pourraient devenir lassantes pour un partenaire amoureux qui ne partagerait pas la même passion pointilliste plutôt que pointilleux pour proposer un terme favorable en référence au peintre néo-impressionniste. Pointilliste, on ne ressentirait pas la même nécessité méticuleuse. Quand la relation devient un tissage, un échange de nos intériorités qui forme une création originale, mouvante, presque palpable, en 3 dimensions, alors il y a de la vie, c'est vibrant et c'est nourrissant, le lien a lieu, l'âme agit et crée la magie. Maya. Aime-moi comme je t'aime. La difficulté de trouver l'âme sœur est largement renforcée pour les ultrasensibles par la volonté de réciprocité. Soit par idéal, soit par principe, soit par besoin de fusion, cette demande de réciprocité leur semble aller de soi, être normale, quoi. Moi, je n'ai pas l'impression d'en attendre trop des gens, comme beaucoup de proches me le font remarquer. Je trouve ça naturel en amour de recevoir ce que l'on donne. Isabelle. De fait, c'est bien là que le bas se blesse. Les enquêtes et les confidences dans les groupes de parole révèlent très fréquemment un décalage flagrant entre les attentes de la personne très sensible et de ce qu'elle vit dans la réalité. Note non que ce décalage n'existe pas pour tout un chacun, puisqu'il est inhérent à l'expérience d'exister et plus encore à l'expérience amoureuse, mais pour l'hypersensible, un tel décalage semble exacerbé et source d'incompréhension, si ce n'est de souffrance. Je suppose qu'il y a ici d'autres personnes qui ont le même sentiment que moi, cette difficulté à vivre. À force de côtoyer sans cesse dans le quotidien des personnes qui semblent ne pas avoir la même sensibilité que moi, mon sentiment de découragement et de déception se renforce. J'ai l'impression de ne pas pouvoir vraiment communiquer avec la plupart des gens, du fait de cette sensibilité, de cette gentillesse qui fait qu'on est vulnérable. Ma vulnérabilité me fait voir les autres comme des personnes froides qui ne peuvent pas comprendre mes mondes intérieurs, l'étrange et ma tendance mélancolique. Je cherche quelqu'un qui pourrait vraiment comprendre cette attention que je porte aux moindres choses et qui fait que les comportements sans empathie me blessent personnellement. Magali. D'autres participants ont exprimé leur déception de se sentir différents de bien des personnes de leur entourage, au point de parfois s'isoler en pensant qu'ils n'arriveront jamais à trouver de vrais amis ou un véritable amour avec qui partager de façon profonde et authentique. Ils reconnaissent qu'ils sont de ce fait trop exigeants envers les autres, en ce qu'ils recherchent des liens forts et particuliers, empreints de communication et de partage. Le refus de l'hypocrisie et de la superficialité. Cette exigence d'authenticité et de réciprocité peut aller loin lorsque la personne ultra-sensible affirme être intrinsèquement mal à l'aise avec l'hypocrisie, les mensonges et les faux-semblants. Elle ne peut pas se forcer à être intéressée par les conversations de pure façade, les conventions ou la mondanité. Malheureusement, j'ai rencontré beaucoup d'hommes superficiels qui ne m'accordaient pas vraiment leur attention, ou même qui ne me respectaient pas. Certains ont profité de ma gentillesse et d'autres ont été hypocrites avec moi. Ils faisaient les gentils quand j'étais là, mais une fois que j'avais le dos tourné, ils me poignardaient. Je déteste ces hommes-là. Je trouve que l'hypocrisie est le plus laid
défaut du monde, ainsi que toutes les formes de méchanceté gratuite. Ode. Cette crainte, puis ce rejet de l'hypocrisie ou de la superficialité se retrouve chez de nombreuses personnes dont la sensibilité est élevée. Dans les groupes, les uns s'expriment en écho des autres pour confirmer ce trait majeur de leur tempérament. Je donne trop et je demande trop. J'ai besoin d'une vraie réciprocité en amour. Le superficiel ne m'intéresse pas, alors si profond tout de suite et ça peut faire peur. J'ai beaucoup de mal à me faire des amis, hommes ou femmes. Alors partager la vie de quelqu'un, je crois que je suis trop difficile, trop exigeant, trop, et parfois, je suis aussi, c'est compliqué. Victor. Une tendance croissante apparaît dans les enquêtes plus récentes. Ce désir d'authenticité correspond aussi à une volonté d'agir pour préserver la planète et développer de nouvelles solidarités interpersonnelles. Cette corrélation entre la recherche personnelle et l'intérêt collectif, bien que nouvelle, semble être une des caractéristiques centrales de plus en plus d'hypersensibles, au point de devenir un critère important dans leur choix amoureux. Je ne supporte pas les faux semblants, les responsabilités, l'hypocrisie aussi. C'est trop facile de ne faire que parler sans s'impliquer. Pour moi, c'est l'engagement réel qui compte. Je suis heureuse de partager ça avec Stéphanie. Je ne pense pas que nous serions ensemble si nous ne partagions pas cette vision des choses et cet engagement. Lucie. Chez de nombreux hypersensibles, on peut retrouver ce besoin de partager avec l'autre les valeurs proches aussi, ainsi que des engagements convergents. D'où vient une telle exigence? Peut-elle devenir excessive? Du besoin de se protéger au risque de l'intolérance. Comme Marie, beaucoup de personnes interrogées reconnaissent chercher à se protéger des mauvaises rencontres, des personnes envahissantes ou intéressées, des déceptions répétées aussi. Au fil des années, elles ont pu développer une certaine capacité à repérer le type de partenaire qui ne leur convient pas, donc à s'en prémunir. Ainsi, Maya, qui se protège des personnes manquant de profondeur ou de sincérité, je ne peux plus rester dans des relations avec de telles personnes. Je le repère rapidement. Et en amour, c'est pareil. J'ai connu beaucoup de partenaires ainsi, avec qui j'étais malheureuse, mais maintenant je les détecte très vite et passe mon chemin sans réfléchir. C'est tout réfléchi, Maya. Cela leur permet de vivre des relations qui leur correspondent, de s'y trouver bien, donc de s'y épanouir. Pour d'autres, trouver un juste équilibre concernant leurs exigences semble plus ardu, ce qui leur conduit souvent à mettre en péril leurs relations sentimentales. Trop d'exigences ne risque-t-elle pas de tuer l'amour, d'empêcher la relation, de la rendre invivable, par exemple en étant répétitivement insatisfaite, puis en décourageant l'autre, voire en le poussant à partir. Avec le recul, d'autres regrettent que leur trop grande exigence ait pu être usante et incompréhensible pour leur partenaire, donc les conduire à la rupture. Au-delà de cette tendance à l'insatisfaction pour certains, en effet, ce trait de caractère ne semble pas partagé par la majorité de personnes dont la sensibilité est élevée, ayant plutôt tendance à s'émerveiller facilement, voir chapitre suivant. Et du risque de devenir intolérant à force d'exigence reste l'enjeu très fort de la relation amoureuse, comme le dernier refuge possible dans un monde décidément usant, absurde, voire trop hostile. La violence du monde, de la société et du quotidien rend la relation amoureuse vitale. Lucie. En plus de l'attachement très fort dont sont capables les hypersensibles dans leurs relations affectives, amicales et amoureuses, ce refuge du grand amour authentique et réciproque est probablement leur quête principale, ce qui revêt la plus grande importance à leurs yeux. Est-ce cet investissement entier, corps et âme, dans la relation amoureuse qui rend les individus ultrasensibles si attirants et intéressants pour les personnalités perverses? L'hypersensible cible privilégiée des manipulateurs. L'idée s'est répandue ces dernières années et deviendrait un fait avéré. Comme toutes les certitudes trop rapidement entérinées, elle commence légitimement à agacer. Les hypersensibles seraient la cible privilégiée des pervers narcissiques. Mes collègues psychanalystes et moi-même avons souvent exprimé notre désaccord avec cette formulation accrocheuse pervers narcissique qui n'est pas obligé de reprendre telle quelle, même s'il a été largement médiatisé.
Parler de perversion ou de personnalité perverse suffit à nommer cette réalité difficile et clarifie le débat en le recentrant sur l'essentiel. Voilà deux catégories mises à dos, opposées frontalement, dans une dualité factice en raccourci facile, liguant les bons contre les méchants en revendication sommaire qui empêche de penser. D'autant plus qu'il est possible d'être à la fois hypersensible et pervers. Dans la réalité, ce n'est pas si simple. Plutôt que d'en faire une règle, regardons au cas par cas de quoi il s'agit. Relation quoi? Amoureuse? C'est quoi? Après avoir supporté 27 années durant un pervers qui ne pensait qu'à lui, qui n'existait que par les mauvais traitements qu'il m'infligeait, je suis très heureuse de vous dire qu'on ne m'y reprendra plus. En fait, j'ai tout supporté, tout pardonné, et très franchement, s'il ne m'avait pas quitté, j'en serais toujours au même point. Je ne suis pas du genre à quitter, à partir. Alors il est parti aujourd'hui, je suis libre. Cette liberté n'a qu'un prix, celui d'une vie ponctuée d'humiliation et de souffrance. Cette liberté, je l'ai payée cher, et elle m'est chère. Alors, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, les relations amoureuses sérieuses. En vrai, je passe mon tour. Élise. Cette maltraitance répétée a laissé de telles marques profondes qu'Élise ne peut même plus envisager de vivre une autre relation sentimentale. Cet exemple est intéressant car Élise exprime ne pas être capable de quitter un compagnon, même maltraitant. Ne s'agit-il pas d'une caractéristique personnelle plutôt que d'un trait commun à tous les ultrasensibles? De son côté, Isabelle repère une caractéristique plus largement partagée par les personnes hypersensibles. Je fais toujours passer l'autre avant moi-même. Je m'oublie, je crois que ces objectifs sont aussi les miens, sans oublier qu'un profond amour incommensurable qui annihile toute réflexion logique. Une vraie cible pour les pervers, Isabelle. Il y aurait ainsi dans cette générosité, cette authenticité, cette capacité à se donner entièrement et à s'engager complètement, cette tendance à pardonner, excuser, oublier et redonner sa chance, un ensemble de conditions qui faciliterait le travail d'emprise du manipulateur, séduction, fascination, utilisation, puis humiliation et parfois destruction. Voir S. Tomasella, l'emprise affective et rôle 2014. Voici un exemple qui montre comment l'emprise affective se met en place dans la relation par le biais de différentes formes de manipulation et comment une personne très sensible peut être amenée à accepter l'inacceptable et à laisser son partenaire prendre le pouvoir sur elle. Lorsque j'ai rencontré Émilie, j'ai tout de suite été séduite par son brio. Elle parlait facilement et semblait être à l'aise en toute situation. Moi qui suis réservée et discret, j'étais très impressionnée. À partir du moment où nous avons été officiellement ensemble, et plus encore que nous avons habité le même appartement, les choses ont changé irrémédiablement, en privé seulement, car Émilie continue à briller en public. Cette femme extraordinairement gentille, compréhensive et drôle avec les autres était dure, sèche, froide et déplaisante avec moi dans notre vie privée. La sexualité était devenue un instrument de pression sur moi. Attisant, refusant, faisant du chantage pour que je plie et que je me soumette de plus en plus à sa volonté. Je suis devenue l'homme à tout faire de madame. Je faisais les courses, le ménage, la cuisine, et cela n'allait jamais. Émilie se trouvait toujours des reproches à me faire, y compris devant sa famille ou la mienne. Puis lorsque j'ai commencé à me rebeller et à demander à être respectée, elle s'est mise à m'humilier en public, à m'injurier en privé et à refuser toute sexualité. J'ai vécu une lente dégringolade vers l'enfer au quotidien. Épuisée par des mois de résistance à sa cruauté, j'ai fini par partir. C'est ce qu'elle cherchait en fait, mais comme elle voulait garder le beau rôle auprès de ses proches, elle m'avait poussé à partir. Nicolas. Sortir d'une telle relation dégradée n'est pas du tout facile. L'épreuve continue jusqu'aux derniers instants, et même après la séparation sous la forme d'un écho douloureux. Olivia vient de rompre avec un homme cruel et se dit dévastée. Je suis détruite, anéantie. Aujourd'hui, j'ai vu le vrai visage de l'homme que j'ai aimé. On avait une relation à distance depuis 2 ans. On avait envisagé de vivre ensemble. Il devait venir me rejoindre chez moi, mais comme il avait un appartement, il avait de la peinture à faire pour le louer. Depuis janvier, il m'a baladé, il n'a presque rien fait, ou pas du tout.
Même si je souffrais de la distance, il n'a fait aucun effort. Olivia. La personne sans bienveillance, voire malveillante, profite de tous les efforts consentis par son ou sa partenaire ultra-sensible. La patience combinée à la compréhension, la fameuse empathie des hypersensibles, ne lui demande pas de prendre réellement une position plus claire et la relation s'enlise progressivement. Je l'ai quitté aujourd'hui car il m'a dit des phrases horribles. Par exemple, tu n'as qu'à me donner envie de vivre avec toi. Là, ce n'est pas le cas. J'ai autre chose à faire qu'à penser à nous. Il rejette toujours la faute sur moi. Lui, c'est normal et moi, j'ai des idées à la con, comme il dit. Olivia. Tant qu'il n'y a pas de critique ou même de demande trop pressante, la personne perverse attend de voir et laisse venir sans montrer son vrai visage, comme le dit si bien Olivia. En revanche, dès que des interrogations ou des reproches sont exprimés, la personne perverse utilise des ressorts psychologiques destructeurs pour blesser et dégrader l'autre. Quand je l'ai quitté, il n'a rien exprimé, aucune émotion, il était froid. J'ai pleuré devant lui et rien, pas une parole, pas un geste. Il m'a ramené chez moi 400 km sans m'adresser la parole. Il m'a déposé, dit salut, puis il est parti. Voilà, je suis dévastée. J'ai attendu et espéré. Il a joué avec moi et cette froideur, mon Dieu, j'ai besoin de votre soutien. Olivia. Les individus pervers sont des monstres froids. L'expression de la psychanalyste Marie-Claude Desforts. Ils se sont désensibilisés pour ne pas être affectés par ce qui leur arrive ou ce que les autres leur disent. Pour se protéger efficacement contre la souffrance qu'ils pourraient ressentir, ils se tiennent à écart de la relation en position d'observateur et utilisent préférentiellement le calcul, la tactique et la stratégie. S. Thomas Sella, La perversion, Erol, 2010. Cette réalité est déstabilisante et même troublante pour tout un chacun, et elle peut même rendre très triste au-delà des souffrances infligées directement. Disons que les grands sensibles y sont potentiellement plus exposés que la moyenne, du fait de leur capacité relationnelle et aussi des puissants retentissements que ces agissements auront sur eux. Repérer qu'une relation amoureuse chemine vers une situation perverse. Un point de repère important pour se situer est de ne jamais accepter d'être rabaissé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pour faire le point sur une relation, vous pouvez vous poser ces quelques questions. Elles vous aideront à revenir à l'essentiel, même s'il est parfois difficile d'être vraiment lucide. Est-ce que je peux m'exprimer entièrement avec mon partenaire, verbalement, affectueusement, etc. Est-ce que mes émotions sont les bienvenues? Est-ce que je me sens respectée, aimée? Ma partenaire prend-il, elle, du temps pour moi et pour notre relation pour m'écouter? Est-ce que je me sens heureux, heureuse, en expansion? Ai-je l'impression de faire constamment des efforts? Est-ce que je me sens souvent seule? Est-ce que mon partenaire privilégie d'autres relations, activités à notre relation? Je t'inquiète, c'est fini avec Jules? Non, mais il m'a invité dans un restaurant branché alors qu'il sait que je déteste tout ce qui est superficiel. Petite image bien sympathique. Ces âmes sensibles. Exercice 4. Aimez-vous la nature? Oui. Êtes-vous d'un naturel spontané ou enthousiaste? Oui. Quels sont les sports ou les activités physiques que vous pratiquez? Quels sont les types de livres ou de films que vous préférez? Quel effet a sur vous la violence des informations? Est-ce que votre façon de vivre est en accord avec vos souhaits? Pourrait-elle l'être davantage? Si oui, de quelle façon? Un mot désigne une réalité. Il existe une forme de candeur chez les personnes ultrasensibles, comme chez les enfants, une simplicité sincère, une innocence même. Jules Michelet en parle comme des âmes fines et lumineuses, du fait d'une absence d'amour-propre et de manège. Jean Michelet, journal 1857, page 350. Ce naturel des âmes sensibles explique leur naïveté au sens positif du terme. Julien Green en fait l'éloge en regrettant que nous en soyons départis au fil des siècles. Cette simplicité de cœur que nous avons perdue, comme les ricaneurs que nous sommes, les gens à qui on ne la fait pas. Julien Green, journal 1949, page 265, des ricaneurs dont le cynisme en effet ne fait que croître au fil du temps.
Leur simplicité naturelle, franche et sans après, des hypersensibles peut les rendre facilement ingénus, donnant leur confiance rapidement, voire aveuglément. Ils sont donc en général d'une grande crédulité. Aussi ont-ils tendance à prendre les choses au premier degré ou au pied de la lettre, notamment les discours de leur entourage. Du coup, ils peuvent être déstabilisés ou déçus en amour lorsque leur partenaire banalise un comportement ou un événement en leur disant qu'ils sont naïfs, crédules, ce qui est vrai, au pire immatures, ce qui l'est moins ou pas du tout. D'ailleurs, cette accusation d'immaturité émane souvent d'individus cyniques, ceux qui ricanent, comme l'explique Green, avec sagacité ce que le psychiatre Christophe André nomme les hypersensibles, sur France Inter le 18 avril 2017, qui sont les plus acerbes et les plus virulents envers les grands sensibles. De cette naïveté vient le dégoût ressenti face à la vulgarité, à la trivialité, aux blagues douteuses, autant pour les hommes que pour les femmes très sensibles. Cela me dégoûte et je ne reste pas dans ce genre d'ambiance. Lorsque c'est possible, je dis à la personne que je ne me sens pas respectée ou que cela me met mal à l'aise. Maya. De son côté, Alexandre confirme ce point de vue et précise pour quelle raison. Les vannes scato ou les blagues de cul ne m'intéressent pas et ne me font pas rire. Moi non plus, elles me dégoûtent. Elles me plongent directement dans la violence des images. Je vois exactement ce que tu dis et ça me répugne. Alors que j'aime rire et que j'apprécie les métaphores érotiques. Les sous-entendus coquins ne me gênent pas, mais s'ils sont exprimés avec respect. Alexandre. Ce n'est donc pas le fait de parler cru qui dérange les hypersensibles. Au contraire, cette franchise de parler cru leur semble bienvenue lors des échanges sexuels avec leur partenaire amoureux dans l'intimité et la confiance partagée. La sexualité crue n'est pas un problème pour moi dans les moments d'intimité avec mon compagnon ou parler de façon crue de sexualité avec mes meilleurs amis. Elle exprime la part sauvage de la rencontre amoureuse, la pulsion vitale. C'est la violence et la dégradation que je refuse qui me révoltent autant que le manque de respect. Lucie. Cette distinction est fondamentale car l'ultrasensible n'est ni ringard ni coincé, il est simplement plus conscient de ce que les mots veulent dire et des réalités qu'ils désignent. Enfin, chaque témoin que j'ai entendu lors de l'enquête effectuée pour ce livre a insisté sur l'importance de la qualité du lien amoureux et du partage entre partenaires, affirmant à quel point la rencontre intime est précieuse à ses yeux, à travers les mots, les regards, l'attention, la bienveillance, la compréhension, la tendresse et la sexualité. Je reviendrai plus tard. Du refus de la violence à l'idéalisation. Voici une caractéristique très nette des ultrasensibles qui peut causer des malentendus, mais aussi de frustration dans le couple. Elle concerne la violence sur les écrans, films, informations, vidéos sur Internet, les réseaux sociaux, et entraîne une difficulté à s'accorder l'un avec l'autre. La personne dont la sensibilité est élevée se sent dans son corps exactement ce qui est énoncé par le journaliste lors des informations ou ce qui est montré sur l'écran. Cette sensation directe dans son incarnation de ce qui est dit ou montré lui rend la violence, sous toutes ses formes, proprement insupportable. Je négocie avec mon mari pour regarder des documentaires, de vrais films sentimentaux et des dessins animés plutôt que des séries et des films violents. Je ne les regarde jamais, je trouve cela froid et sans âme. Aude. Oh, que je comprends. Bien entendu, cela ne facilite pas le choix des films, des émissions ou des sorties entre les deux partenaires, surtout si l'un des deux est moins sensible que l'autre. De ce fait, il n'est pas étonnant de constater que les personnes dont la sensibilité est élevée sont enclines à s'émerveiller rapidement. J'aime la nature, je m'émerveille devant des paysages, des situations de vie, une œuvre d'art, une musique, un film, les sourires de mes élèves, les enfants qui jouent, mais aussi mon mari quand je le vois cuisiner ou bricoler. Je le trouve très créatif. Nola. Cette capacité à s'émerveiller peut aussi les pousser à s'illusionner, notamment en idéalisant leur partenaire amoureux. Au début de chaque nouvelle relation amoureuse, j'ai tendance à ne voir que des bons côtés de l'homme que je viens de rencontrer. Puis pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je vais même l'idolâtrer, l'encenser, ne dire que des choses ultra positives sur lui. Cela devient agaçant pour l'homme que j'aime mais aussi pour mon entourage, Mélanie. Ainsi, parce qu'ils sont idéalistes, les grands sensibles ont tendance à habiller l'autre d'habits magnifiques, parfois trop beaux et trop grands.
De là leur fougue débordante, leur enthousiasme souvent jugé excessif par leur entourage. Ils peuvent alors faire preuve de beaucoup de passion et de ferveur, d'exaltation même, de lyrisme et d'une grande ardeur amoureuse. Cet enthousiasme n'est pas surfait, et n'est d'un élan vital profond, d'un amour de la vie et de l'autre, qui vont se manifester aussi le plus fréquemment par une grande spontanéité, une liberté de ton et de mouvement. Plutôt bohème et farfelu, l'hypersensible souhaite vivre sans contrainte et hors des conformismes, ce qui n'est pas de tout repos pour son partenaire amoureux. Réciproquement, si le conjoint est trop rangé ou traditionnel, l'ultrasensible va rapidement se sentir étouffé ou à l'étroit dans une relation trop cadrée qui ne le convient pas, au fond, et qui ne répond pas à son besoin d'originalité. Intelligence émotionnelle et empathie. Les émotions tiennent une place prépondérante dans le quotidien des grands sensibles. Comment les définir? En fait, l'origine du mot mouvement intérieur. Du mot signifie mouvement intérieur. Ainsi, les émotions désignent ce qui nous touche, nous affecte, ce qui nous meut, c'est-à-dire ce qui crée en nous une animation sensible. Bien vivre avec ces émotions, les accueillir, les accepter, leur donner de la place en soi, même si ce n'est pas facile, permet de développer ce qui n'est pas courant d'appeler l'intelligence émotionnelle. Je préfère parler d'intelligence sensible car elle englobe autant la finesse de perception que la richesse des émotions et des sentiments. L'intelligence sensible correspond à l'intelligence du cœur, cette capacité à réfléchir et à penser concrètement à partir de ses perceptions et de ses ressentis, sensations, émotions, sentiments, intuitions, à l'opposé d'un intellectualisme mental et cérébral. L'intelligence sensible ouvre à l'empathie et à la compassion. En effet, plus un être est sensible, plus il peut devenir réellement intelligent grâce à une intelligence des situations relationnelles et des phénomènes humains. Sensibilité et intelligence vont de pair et se développent ensemble. Cette intelligence sensible est donc essentielle pour la bonne croissance d'une relation affective. Le partage d'expériences, de sentiments, de pensées et de paroles dans la relation passe par des capacités d'empathie de chacun. Plus complexe que la sympathie qui désigne la capacité à vivre favorablement une relation en étant attentif à l'autre, l'empathie désigne la faculté à sentir ce qui ressent une autre personne pour comprendre ses sentiments, autant qu'à envisager ce que pense cette autre personne, ce qui permet de percevoir les sentiments et les croyances d'autrui puis d'en tenir compte. Le plus souvent, une personne très sensible est douée d'une grande empathie. Elle peut ressentir d'une façon très intense les joies et les peines de l'autre, même éloigné ou inconnu, ses élans et ses douleurs, ses espérances et ses effondrements. La résonance aux événements heureux ou tragiques dans le monde s'en trouve considérablement amplifiée. Dans les écrits sur la haute sensibilité en langue française, Marie-France de Palacio est certainement l'auteur qui a le mieux réussi à exprimer avec des mots très justes ce que vit une personne ultra-sensible en traduisant des ressentis si particuliers. Par exemple, elle relie l'empathie particulièrement développée des hypersensibles à la perméabilité des frontières entre soi et l'autre, à son respect des valeurs éthiques, à son incapacité à ranger les individus dans des cases distinctes, en les étiquetant ou en les hiérarchisant. La personne hypersensible laisse parler son intuition, éclipsant tout jugement social et s'adresse directement à l'être qui lui fait face sans s'arrêter à son paraître. Enfin, cet auteur reparle aussi du regard naïf qui perce à jour autrui et de la préférence pour ce qui est naturel, humain et intuitif, plutôt que pour les codes sociaux et les conventions. D'autant que la personne hautement sensible bénéficie d'une perception décuplée, non seulement de sa vie intérieure, mais également de sa vie relationnelle et de ses proches, ce qui augmente encore sa capacité d'empathie. M.F. de Palacio, Ta sensibilité te tuera, Max Milo, 2016, page 81-83. La question centrale dans la relation amoureuse concerne donc le partage de l'empathie ou ce que l'on pourrait appeler le retour empathique. Bien des personnes très sensibles regrettent d'apporter beaucoup d'attention ressentie de leur partenaire sans obtenir d'elle, de lui ou de lui la même attention en retour. Ce déséquilibre de la répartition de l'attitude empathique dans le couple est source de nombreuses souffrances, surtout dans les relations longues,
et peut conduire à une forme d'amertume ou de tristesse du fait de cette déception profonde chez l'ultrasensible. Le partage empathique est tellement vital que s'il n'est pas assez réel, la question de la fin de la relation peut même se poser. Cela met donc aussi en évidence l'importance du choix d'un partenaire à sensibilité très proche, voire égale, car dans bien des situations, une correspondance entre les sensibilités et les capacités d'empathie semble être nécessaire pour permettre une compatibilité suffisante dans la relation et le bien-être de chacun. Différentes formes d'empathie au service du couple. Pour mémoire, souvenons-nous qu'il existe différentes formes d'empathie que le psychanalyste Serge Tisseron a mis en évidence. L'empathie directe, émotionnelle puis cognitive désigne une capacité sensible puis intellectuelle à se mettre à la place de l'autre, donc à s'identifier à lui. L'empathie réciproque concerne en complément la capacité à accepter que l'autre aussi puisse se mettre à ma place ou s'identifier à moi, selon 3 modalités principales. J'accepte que l'autre s'estime comme moi, j'accepte que l'autre aime et soit aimé comme moi, j'accepte que l'autre ait les mêmes droits que moi. L'empathie réciproque et mutuelle rend possible une relation interpersonnelle. En plus des 2 premières formes d'empathie, j'accepte que l'autre m'informe sur ce que je suis et me révèle à moi-même, qui favorise la transformation et l'évolution personnelle. Tisseron, subjectivation et empathie dans les mondes numériques du Node 2013, page 14-15. Le plus souvent, les personnes ultrasensibles sont volontiers disposées à développer ces 3 formes d'empathie. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Nous allons découvrir dans le prochain chapitre qu'il existe en fait plusieurs façons de vivre cette très grande sensibilité et comment lui donner toute sa place dans la relation amoureuse. Pitié, laissez-moi 48 heures de sommeil. À la recherche de l'amour véritable. Exercice 5. Pendant quelques jours, vous pouvez observer comment certains de vos proches tentent de s'accorder à vous ou de tenir compte de vous. Même si ce qu'ils font n'est pas forcément suffisant à votre goût, percevez-vous qu'ils cherchent à s'adapter à vos particularités? Si oui, de quelle façon? Est-ce que votre partenaire amoureux va dans ce sens, lui ou elle aussi? Dans quelles circonstances avez-vous pu prendre conscience que peut-être aux yeux des autres, vous êtes compliqué ou difficile à saisir et que cela n'est pas du tout repos pour votre entourage? Plusieurs façons d'être sensible en amour. Être doué d'une sensibilité élevée ne change pas les joies et les peines d'une relation amoureuse, même si elles sont vécues avec plus d'intensité. Cela n'engendre pas de problèmes humains très différents de ce que l'on rencontre dans toute relation amoureuse. Cela n'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Nous verrons dans la 3e partie que le plus important en fait est de bien connaître sa sensibilité, de l'accepter et de la vivre au mieux. Voilà la condition d'une vie amoureuse féconde et épanouie. La difficulté principale que vivent les personnes hypersensibles en amour est de rencontrer une partenaire aussi sensible qu'elle, ou au moins capable de les accepter avec leur haute sensibilité. Cette rencontre peut avoir lieu tôt dans la vie, lors d'un coup de foudre qui fait tout de suite sentir l'évidence de la relation. Au contraire, elle peut prendre des années et demande d'accepter de patienter sans trop se décourager. Dans ce cas, par exemple, il est nécessaire de comprendre pourquoi l'on se sent attiré vers des personnes qui ne nous correspondent pas. Nous reprendrons cette question dans la partie 2. Récemment, j'ai découvert un autre facteur fondamental pour la rencontre amoureuse et le développement d'une relation heureuse entre hypersensibles. Il s'agit de la façon de vivre sa grande sensibilité. 2 personnes très sensibles peuvent ne pas s'entendre au quotidien car leurs sensibilités, même élevées, ne sont pas les mêmes ou ne sont pas compatibles. Pour résumer, jusqu'à présent, nous avons vu combien les personnes ultrasensibles peuvent être passionnées en amour, promptes à idéaliser leur partenaire et à s'attacher très fortement à eux. La peur de déplaire ou de mal faire, ou encore la crainte d'être rejetées, pousse ces personnes à vouloir correspondre à leur environnement et aux demandes d'autrui, ce qui les rend un peu comme des caméléons. Toutefois, leurs relations affectives bénéficient de leur grande intuition, leur créativité, leur sens de l'écoute, leur bonté et de cette intelligence sensible
qui les caractérise le plus souvent. Dans ce cas, elles sont capables de proximité humaine et elles dispensent généreusement affection et tendresse, tandis que leur empathie en particulièrement forte leur permet de ressentir les expériences vécues avec beaucoup d'acuité, donc de mieux comprendre les autres. Aussi juste soit-il, ce tableau reste général et largement éthylique, car dans la réalité, il n'existe pas une catégorie bien homogène et liste de personnes hautement sensibles ou hyper réceptives. Plus j'avance dans mes recherches sur ce thème, et plus ces confidences en séance, les témoignages et les groupes de grands sensibles me permettent de découvrir une variété infinie de sensibilités élevées. On peut même dire qu'il existe autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Pour simplifier et en prenant le risque de schématiser, il est possible de repérer plusieurs types d'ultrasensibles, c'est-à-dire différentes façons de vivre sa sensibilité. Bien entendu, aucune façon n'est meilleure qu'une autre. Cette présentation est sans hiérarchie. Elle peut aider à comprendre d'éventuelles difficultés relationnelles entre deux personnes dont la sensibilité élevée est différente. Les délicats réservés. La première idée que nous nous faisons habituellement de l'hypersensibilité correspond à une personne introvertie et impressionnable qui s'efface volontiers ou se tient à l'écart des groupes, de l'agitation et du bruit. Une personne discrète et indépendante, voire farouche, parlant peu et se confiant seulement à des personnes choisies, plutôt fragiles et émotives, poètes, rêveuses, bien que lucides, dont la vie intérieure est très développée. Karl est heureux de partager ce tempérament avec sa compagne. Nous sommes aussi sauvages l'un que l'autre. Chacun respecte l'autre dans son besoin de se mettre en retrait. Loin d'être un problème, cela facilite notre vie commune. Nous nous comprenons sans avoir à nous expliquer. Nous n'aimons pas les réunions de famille ou les fêtes, nous préférons les moments en tête-à-tête ou les soirées en petite communauté. En petit comité, Carole. Les fonceurs charismatiques. Il existe pourtant de nombreuses personnalités très sensibles qui sont diamétralement opposées. Extraverties et expansives, aimant et être au centre de l'attention et vivant mal le fait de ne plus être au devant de la scène, supportant difficilement les contradictions, les conflits dans le couple et demandant beaucoup à leur partenaire. Le fait d'être à la fois très sensible, très expressif et débordé par le foisonnement de leurs ressentis peut les rendre moins attentifs à leur conjoint et parfois maladroites ou semblant manquer de délicatesse. Mon mari m'appelle le clown César. C'est dire si je prends ma place et aime régenter mon petit monde en faisant le pitre et en cherchant à faire rire mon public. Cela ne m'empêche pas d'être rapidement dépassé par mes émotions. Je peux passer du rire aux larmes en quelques secondes. Surtout dès que l'on ne s'intéresse plus à moi. J'ai un besoin continuel d'attention. Madeleine. Les tourmentés découragés. Très perfectionnistes et facilement alarmistes, comme Cassandre, personnage de la mythologie grecque dont les prophéties souvent pessimistes ne sont pas entendues. Certains hypersensibles sont difficiles à satisfaire et ont tendance à se plaindre des injustices autour d'eux ou de leur malheur, du fait qu'ils ne sont pas compris, ou se sentent rejetés de leur grande sensibilité est un poids, et qu'ils souhaiteraient que leur entourage familial ou professionnel leur accorde des conditions particulières pour faciliter leur vie. Ils voudraient faire reconnaître l'hypersensibilité comme une forme de difficulté de vivre. Ainsi, leur employeur leur offrirait de meilleures conditions de travail, leur conjoint serait plus compatissant et plus accommodant, etc. Bien que parfois pénibles du fait de leurs revendications répétées, ils peuvent être très touchants, sympathiques, appréciés par leur entourage et sont indéniablement moteurs dans la relation amoureuse grâce à leur implication. L'homme avec qui je vivais mettait tout le temps son hypersensibilité et son haut potentiel en avant pour justifier ses revendications. Il n'était jamais content. J'ai fini par comprendre qu'il était rabat-joie, que je m'étiolais avec lui et que je l'ai quitté, Sandy. Les rassembleurs protecteurs. Il existe enfin des individus très sensibles bénéficiant d'une puissante énergie vitale qui sont prêts à se consacrer entièrement à une cause humanitaire, un métier de soin ou une situation familiale ardue. Volontiers chevaliers blancs, croisés aux sauveteurs, ils se dévouent jusqu'à leur ultime limite pour protéger, aider ou soutenir leurs partenaires, puis ils s'effondrent épuisés, parfois déçus de ne pas pouvoir en faire plus ou savoir en faire moins et mieux se respecter.
Je m'implique complètement dans mon travail d'éducateur. Je rentre tard le soir et je suis épuisée. Je retourne une partie du week-end et lorsque les vacances arrivent, je suis morte de fatigue. Ma femme en souffre beaucoup. Je ne suis plus assez disponible pour elle. Je sais qu'elle a raison, mais je n'arrive pas à faire autrement. Loïc. Cette cartographie des hypersensibles ne peut pas être complète. Il y a bien d'autres façons de vivre une forte sensibilité. Par exemple, en se focalisant sur ce qui est rationnel et en développant l'abstraction, la conceptualisation et l'intellectualisation pour les individus qui mentalisent et ruminent sans arrêt. Elle n'est qu'indicative. Elle a seulement pour but de mettre un peu mieux en évidence la très vaste palette des sensibilités élevées. D'autant que les grands sensibles ont tous un peu de chacune de ces caractéristiques, selon les moments, selon l'ambiance et les personnes présentes, même si certaines modalités leur correspondent plus que d'autres. Je me reconnais dans chacune de ces façons de vivre la sensibilité, cela dépend des jours. Marie. Une frontière tenue entre haut potentiel, hypersensibilité et hypersusceptibilité. Deux informations complémentaires sont importantes dans ce panorama. 1. Concernant les personnes à potentiel élevé, Marie Brunner précise dans son livre et dans ses conférences que les hauts potentiels ou personnalités précoces ne concernent que 2% de la population globale, alors que les personnes hautement sensibles en représentent 20 à 25%, les premiers faisant souvent partie du groupe des seconds. De son côté, la journaliste Flavia Masselin-Salvi m'a fait remarquer que beaucoup de gens confondent être hypersensibles et être hypersusceptibles. Les deux peuvent évidemment se recouper, mais il me semble qu'il existe une vraie ligne de partage entre les hypersensibles qui sont forcément susceptibles lorsqu'ils ressentent tout très puissamment, mais qui sont généreux et empathiques, donc souvent utilisés et blessés ou déçus, et ceux dont la sensibilité extrême ne marche qu'en direction d'eux-mêmes. Ce sont généralement ces gens qui vous assènent d'entrée « je suis trop sensible »,« je suis trop gentil », etc. Je constate que ces derniers sont coriaces, ont tendance à utiliser les autres, voire à les écraser pour atteindre leurs objectifs. Sur le plan humain, ils ne sont pas tous comparables. Un point de convergence. Quel est donc le facteur commun qui pourrait relier toutes les personnes hautement sensibles, la fragilité, la fatigabilité, l'hyperréceptivité? Comme nous venons de le remarquer, certains grands sensibles ne se sentent pas particulièrement fragiles, ne se disent pas spécialement fatigables ou ne sont pas tellement gênés par leur réceptivité. Le premier grand facteur de convergence est l'excès, la démesure ou les débordements. Qu'il s'agisse d'émotions, d'empathie ou d'affection, les ultrasensibles semblent vivre les émotions relationnelles dans une forme d'amplitude, voire d'emphase ou d'outrance, c'est-à-dire dans de fortes proportions et de façon plus intense que la moyenne. Christophe André parle même de Ferrari des émotions, le 18 avril 2017 sur France Inter, pour désigner une personne hypersensible. Ferrari des émotions. On a tendance à faire une montagne d'une taupinière, car on ressent tout plus fort, plus on nous demande d'arrêter d'en faire toute une histoire. En amour, cela rend les disputes explosives et souvent disproportionnées avec les situations réelles, puis on s'en veut beaucoup après. Isabelle. Le second facteur commun concerne la faculté à se sentir non pas vexé mais contrarié. En effet, la personne hypersensible se sent facilement à vif, à cran, à vie, et vit très souvent à fleur de peau. Très beau livre. Les contrariétés sont donc aussi fréquentes qu'imprévisibles. Il ne s'agit pas de susceptibilité, mais d'une sensation d'être désagréablement surpris, désemparé, dépassé, voire à bout de force, ou incapable de supporter ce qui se passe, ou encore incompétent pour y faire face, sans protéger, le comprendre, etc. Tout cela engendre beaucoup de découragement, de lassitude, d'incompréhension, donc un besoin de repli sur soi pour se distancer, se retrouver et se ressourcer. Voici le troisième point commun, le plus important de tous, le besoin de repli et la recherche d'une certaine solitude. Je crois pouvoir dire que j'ai besoin de plus en plus de moments de solitude, car j'apprends à m'écouter plus. S'il y a beaucoup de monde ou d'échanges, à un moment je sature et j'ai besoin de me retrouver seule. En amour, j'ai aussi ce besoin de repos, seule avec moi-même de temps en temps. Maya. J'ai régulièrement besoin de repos et de solitude dans mon travail, comme avec mon mari,
même si je ne suis pas particulièrement fatigable. Nola. Les hypersensibles sont facilement gênés par les autres, même s'il s'agit de leur entourage très proche, conjoint, enfants, etc. S'ils sont introvertis ou réservés, ils peuvent même sembler timides. Alors qu'ils sont particulièrement attentifs à ce qui se passe avec l'autre, surtout s'il est encore un inconnu, et prennent le temps d'observer pour comprendre comment l'aborder. Leur principal souci est de ne pas déranger, surtout de s'ajuster au mieux à l'autre, au point soit de s'effacer pour ne pas prendre trop de place, soit de vouloir l'aider ou le protéger. Par ailleurs, sans être pour autant de la timidité, ils ont souvent juste besoin de davantage de temps, seuls avec eux-mêmes ou consacrés à construire leur bulle personnelle avant de se confronter au monde et de rencontrer les autres. Pour une personne hypersensible, la quête de l'amour véritable est une quête fondamentale, certainement l'une des plus importantes de son existence. Elle ne la prend pas à la légère, puisque c'était cette quête qui la fait le plus vibrer. La relation et le lien tiennent la plus grande place pour elle, surtout dans sa vie intérieure. Des émotions fortes et fréquentes, des peurs qui pourraient mener aux ruptures, un grand besoin d'être compris et accepté, une nécessité d'absolu, un fort désir d'intégrité et de vérité, l'impossibilité de faire semblant, le refus de la violence, des exigences à équilibrer, des risques à éviter, le besoin d'une certaine solitude, la recherche de qualités humaines, un idéalisme poussant à enjoliver l'autre, des ressentis à débordement, une empathie généreuse, bref, voici les principales composantes de la sensibilité amoureuse singulière de la personne ultrasensible. Pour vivre une relation amoureuse épanouie, comme elle le désire tant, elle cherche un partenaire en accord avec ses spécificités et qui privilégie les ingrédients indispensables à son bonheur amoureux. Le partage, la profondeur, l'authenticité, la sincérité, la compréhension, l'attention et tant d'autres. Ainsi, la flèche de Cupidon pourra atteindre son but. Ces principales caractéristiques de la sensibilité élevée dans la relation amoureuse peuvent notamment poser problème lorsque l'un des partenaires est transporté par une intense passion contrairement à l'autre. Un partenaire demande à être protégé ou materné alors que l'autre souhaite préserver une certaine indépendance. L'un refuse de s'engager alors que l'autre cherche précisément à vivre une relation durable. Bien que très sensibles tous les deux, les partenaires ne partagent pas les mêmes goûts ou leur sensibilité s'exprime très différemment. Le premier fait preuve d'une forte attention, d'une grande compréhension et de beaucoup d'empathie, alors que le second est beaucoup moins attentif et compréhensif. L'un des deux est nettement plus sensible que l'autre, etc. Les caractéristiques principales des grands sensibles en amour. Ils sont à la recherche de relations vraies et respectueuses, de partage sincère et de sentiments profonds. Leur haute sensibilité leur fait confondre intensité des émotions et intensité des sentiments, ce qui peut les conduire à penser qu'ils aiment passionnément ou regrettent terriblement quelqu'un, simplement parce que leur ressenti avec lui était très fort. Ils ont tendance à habiller l'autre de beaux habits, parfois trop beaux et trop grands parce qu'ils sont idéalistes. Ils ont une relation très forte avec la justice et ne supportent pas le relativisme, le laxisme et encore moins les gens qui ne s'assument pas, qui ne s'engagent pas ou sont de mauvaise foi. Ils peuvent se croire bien traités car les petites ascensions les comblent et comme à rien peut les toucher, certains peuvent en profiter. Ils peuvent être facilement la proie de manipulateurs car il est facile de les séduire avec leur idéalisme, leur sincérité, puis de les culpabiliser avec leurs doutes, leur fragilité, etc. Ils ont tendance à prendre les choses au premier degré ou au pied de la lettre et du coup sont déstabilisés ou déçus si leur partenaire banalise un comportement ou un événement en leur disant qu'ils sont naïfs, crédules ou pire immatures. Ils sont choqués par la violence, aiment la nature et s'émerveillent facilement. Ils s'expriment ou se manifestent le plus souvent par une certaine forme de démesure, d'excès ou de ce qui peut être pris pour de l'exagération, puisque leurs ressentis sont très puissants. Ils peuvent alors être accusés de faire des histoires pour rien. À présent, nous allons chercher d'où viennent ces particularités et comment elles se déploient dans la relation amoureuse. Fin de la première partie, fin de cette vidéo. La suite demain.